Merci de rester fidèle sur l'ORTM, il est 9 h en temps universel. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Des balles de coton déballées dans des camions à destination de Conakry. Ce sont 1000 tonnes de coton en fibre qui ont franchi la frontière ce vendredi en présence des membres du gouvernement. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Sidiki Balo. Le système des Nations Unies qui accompagne les projets à destination des jeunes avec un pactole de plus de 3 milliards de francs CFA, nous dira Anchita Koulibaly dans ce journal. En sport, la 22e journée de la Ligue 1, la fée qui ravage tout sur son passage. En tout cas, la Somme ne dira pas le contraire et puis les rumeurs vont bon train quant au choix du nouveau sélectionneur des Aigles. Qu'en est-il exactement? La réponse avec Fabrou Dourté en fin de journal. Le dossier culture s'intéresse aujourd'hui à la termitière et à la fourmilière. Pourquoi ces deux sites sont tant convoités dans nos sociétés? La réponse avec Cheikh Omar Sangaré dans ce journal. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. D'abord, carnet d'audience du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a accordé en fin de semaine 2 audiences. La première est accordée au président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, Oumarou Ousmane Sidibé, et la seconde à la communauté rwandaise vivant au Mali. Le compte rendu de ces audiences avec Boubacar Sissoko. Le Mali, par la volonté de ses plus hautes autorités, veut rendre un hommage mérité aux personnalités qui se sont sacrifiées pour la souveraineté. L'audience du président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agira de mettre en place un comité d'experts composé des cadres de la primature, de la CVJR et du ministère en charge de la réconciliation pour identifier ces personnalités et donner un contenu à l'hommage qui leur sera rendu. Oumarou Ousmane Sidibé, président de la CVJR. La reconnaissance de leur participation à la construction nationale et tout ce qu'ils ont apporté à notre pays, voir comment on peut commémorer ces illustres disparus et dans le sens toujours de la reconnaissance nationale. Comme on le dit, la reconnaissance est un acte de foi, ce qui justifie la présence de la communauté rwandaise au Mali à la primature. Elle est venue remercier les autorités maliennes pour leur présence au 28e anniversaire de la commémoration du génocide rwandais, le 28 avril dernier. Alice Gazaraboué, présidente de la communauté rwandaise au Mali. Remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre pour avoir rendu hommage aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ainsi qu'aux nôtres brutalement exterminés en 100 jours. Nous avons également dit au Premier ministre que nous sommes satisfaits qu'il ait rappelé les bonnes relations entre nos deux pays. Et ce jour, une fois de plus, la communauté rwandaise au Mali s'engage à continuer d'œuvrer par sa modeste contribution à la poursuite de ces bonnes relations entre nos deux pays. Cette rencontre est saisie par le chef du gouvernement pour dire que l'ensemble du continent doit tirer des leçons de cette tragédie survenue au Rwanda il y a 28 ans. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous sommes dans une crise profonde de laquelle nous cherchons à sortir. Et tout le monde remarque, tous les Africains remarquent, ils en sont fiers, que le peuple rwandais, sous le leadership du président Kagame, a transformé la fin de ce drame, les leçons tirées de ce drame, en opportunité pour reconstruire, rebâtir une nation réconciliée sur des bases solides. C'est un exemple dont, me semble-t-il, tous les pays africains en crise doivent s'inspirer. Selon le Premier ministre, les Rwandais vivant au Mali sont très actifs et solidaires. Un cadeau symbolique a été offert au chef du gouvernement par les ressortissants rwandais au Mali. Coup d'envoi hier du premier convoi transportant le coton malien en direction de la Guinée-Conakry. Ce convoi comprend une trentaine de camions transportant 1000 tonnes de coton fibre sur 900 km environ. La cérémonie s'est déroulée à Kouré-Malé, à la frontière Mali-Guinée, en présence de 3 membres du gouvernement et des autorités portuaires guinéennes. Le point avec nos envoyés spéciaux, Dougou Fana Traoré et Sidiki Balo. Ça y est,
Tous les verrous qui encombraient la voie Bamako-Conakry pour le passage des convois de camions transportant le coton malien en direction du port autonome de Conakry sont sautés. Mieux, le port de Conakry va offrir une place de choix au coton malien. À Kouré-Malé, les autorités portières guinéennes rassurent. Mamadou Biro Diallo, directeur général du port autonome de Conakry. À ce jour, les résultats sont visibles à travers les envergures des travaux au niveau des infrastructures routières et portuaires dont je peux citer la reconstruction complète de la route Kankan-Conakry, la construction des échangeurs désengorgeants à Kagbélé au kilomètre 36, la construction de la pénétrante routière de 4,2 km au port autonome de Conakry, avec un parking de stationnement de 1200 camions, dont un espace dédié spécialement aux camions maliens. En tous les cas, les 30 camions transportant les 1000 tonnes de coton fibre ont reçu chacun leur ticket et ont du coup franchi la frontière malienne par Kouré-Malé. Les différents intervenants ont salué le leadership des deux présidents, Mamadou Doumbouya de la Guinée et Assimi Goïta du Mali, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du projet à travers plusieurs missions et entretiens de haut niveau. Le ministre du Développement rural a invité la CMDT à utiliser désormais le port autonome de Conakry de façon pérenne. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Cette première opération d'expédition de coton malien par le corridor Conakry-Bamako a été rendue possible grâce à une vision claire des responsables de la CMDT de diversifier les voies d'expédition du produit à l'extérieur et aussi de l'ambition du directeur général d'Arport Conakry d'accroître le volume du transit malien par le port autonome de Conakry. Je voudrais ici inviter les responsables de la CMDT à suivre de près cette première expérience dans ses moindres détails pour tirer et analyser toutes les leçons en vue de mieux préparer et améliorer les expéditions futures. Si le projet a réussi, c'est grâce au partenariat fécond entre la CMDT et les transporteurs routiers. Transporteurs qui s'engagent à jouer pleinement leur partition dans la réouverture de ce corridor Bamako-Conakry au coton malien. Youssouf Traoré, président du Conseil malien des transporteurs routiers. Les transporteurs routiers maliens remercient les plus hautes autorités et l'ensemble des acteurs ayant concouru au succès de cette opération et leur renouvellent leur engagement à braver tous les obstacles pour faire parvenir la marchandise malienne à bon port, quel que soit le prix à supporter. Et le ministre de tutelle d'appeler les transporteurs à respecter les lois et coutumes de la Guinée malgré la grande proximité qui lie les deux pays. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Je signale que ce corridor, c'est le corridor le plus proche du Mali, avec à peu près 900 km, contrairement à certains autres corridors que nous fréquentons plus. Donc j'invite l'ensemble des opérateurs, avec les plus hautes autorités, à œuvrer pour la redynamisation de ces corridors qui, depuis plus de 23 ans, n'avaient pas reçu un trafic de ce genre, c'est-à-dire l'exportation du produit essentiel du Mali qui est l'or blanc. La dynamisation des échanges commerciaux entre le Mali, la Guinée et la Mauritanie participe de la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du gouvernement de minimiser l'impact des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le peuple malien. C'est pourquoi les opérateurs économiques maliens sont invités à prendre toutes les bonnes initiatives pour contourner l'embargo des deux organisations. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Ce corridor, en réalité, devrait être exploité le maximum depuis des années. Et je sais qu'il y a eu peut-être quelques aléas d'ordre technique qui l'avaient empêché. Aujourd'hui, nous sommes en train de les lever. Et je suis sûr et certain que ce corridor va impacter notre approvisionnement national, mais aussi nos échanges commerciaux. Et donc, c'est le lieu pour moi de féliciter nos deux autorités des deux pays pour avoir facilité cet échange, pour créer cette possibilité d'échange commercial entre nos deux pays. Et nous devrons profiter pour rendre ce corridor irréversible en termes d'exploitation et en termes aussi d'exploitation dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement pour le coton, mais pour toutes les autres marchandises de haute consommation, de construction, d'importation et d'exportation. Auparavant, le représentant du chef de village de Kouré-Malé, Ladji Sila Keïta, avait, au nom des 4 vestibules de Kouré-Malé, salué l'initiative du gouvernement.
et le deuxième adjoint au maire de Bengadi, Oumarou Touré, d'ajouter que la dynamisation de ce corridor ne fera que renforcer les regroupements locaux de part et d'autre des deux frontières. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe mobilisée par le système des Nations Unies au Mali pour accompagner les activités de jeunesse, du sport, de la promotion de la paix. L'annonce a été faite à l'issue de la table ronde initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la reconstruction citoyenne. Le point avec Anchata Koulibaly. Le ministère en charge de la jeunesse et des sports mobilise les partenaires techniques et financiers autour des activités de jeunesse. C'est ce qui justifie la présente rencontre. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour l'épanouissement de la jeunesse. Seydou Koulibaly, directeur de la coopération multilatérale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Notamment d'abord par rapport à l'implication des jeunes dans le processus électoral. Il fallait aussi faire en sorte que les jeunes soient fixés, éviter que les jeunes ne soient vraiment sujets ou tentés par la migration et aussi tentés vraiment par des aventures avec des groupes terroristes, avec des groupes radicaux. Est-ce qu'il s'agissait de jeunes hommes exclusivement? Est-ce qu'il ne fallait pas intégrer le genre? Je pense que à ces questions, ils ont des réponses en ce sens que le projet concerne les jeunes avec grand J de façon holistique et toute la jeunesse. Les jeunes jouent un rôle du premier plan dans tous les aspects socio-économiques, politiques et administratifs. Le système des Nations Unies, pour sa part, reste déterminé et engagé à accompagner le Mali pour la cause de la jeunesse. Alain Oudéou, coordinateur et résident du système des Nations Unies au Mali. Le système des Nations Unies donc au Mali voudrait annoncer que pour accompagner la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, les agences fonds et programmes des Nations Unies ont programmé pour 3 années, 2021 à 2023, une contribution à hauteur de 33 milliards 230 millions 200 000 francs CFA, dont 3 milliards 433 millions 300 000 francs CFA, spécifiquement pour les projets en lien direct avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Je puis vous assurer qu'un secrétariat permanent sera créé dans les prochains jours pour une mise en pratique efficiente et un suivi rigoureux des engagements et recommandations ici de cette table ronde. Je voudrais saluer l'engagement qui m'a été communiqué de l'Union européenne, s'est engagé à examiner les priorités et à associer les autres pays pour donner une suite aux différentes préoccupations et projets. Les différentes recommandations issues de cette table ronde seront de boussole d'une part pour la jeunesse et d'autre part pour l'État et ses partenaires techniques et financiers. La stratégie syndicale alternative de réduction de la pauvreté 2020-2025 est désormais disponible. Le document élaboré par la CSTM et l'UNTM a été présenté au public ce jeudi. Il parle de 5 axes majeurs dont la consolidation de la paix et la sécurité ainsi que la bonne gouvernance et le développement institutionnel. C'est un document de contre-proposition syndicale au Credo 2019-2023. Le point avec Mohamed Kayantao. Le mouvement syndical ne fait pas que la revendication. Il contribue aussi au développement socio-économique et professionnel de la cité. C'est ainsi que la CSTM et l'UNTM ont conjugué leurs efforts pour élaborer un document de 68 pages intitulé « Stratégie syndicale alternative de réduction de la pauvreté, SARP 2020-2025 ». Ce premier essai des 2 centrales syndicales devient ainsi un outil de proposition à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, particulièrement au Credo 2019-2023. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. L'UNTM et la CSTM, en décidant d'élaborer le présent document de plaidoyer, n'ont pas du tout l'intention de se substituer au CRED 2019-2023 ou à aucune autre politique nationale de développement. Simplement, les documents visent fondamentalement à doter le monde du travail des compétences
et d'outils d'action en vue d'apporter sa contribution dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Amadoun Amion Guindo, secrétaire général de la CSTM. Nous ne pouvons être en reste dans le cadre purement revendicatif, voir qu'est-ce que le syndicat peut apporter dans le cadre du développement de ce pays. C'est pour cela que depuis 2013, cette réflexion a été engagée au niveau de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali pour que nous nous donnions notre rôle, notre statut, pas seulement d'accompagnateur, mais d'acteur du développement de ce pays. La SARP 2020-2025 a été élaborée avec l'appui technique et financier de la Fondation Friedrich Ebert. 3 départements ministériels étaient représentés à son lancement officiel, une façon pour le gouvernement d'accompagner l'action dont les axes répondent à ses priorités. Yaya Goulogo, secrétaire général du ministère du Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique. Je ne veux pas m'élargir sur ces 7 axes. Il y a 2 axes préalables. Ces 2 axes préalables qui sont des conditions sine qua non pour qu'on puisse décliner aisément les 5 axes stratégiques. La crédibilité des documents de stratégie de réduction de la pauvreté et par conséquent, n'est-ce pas, l'engagement continu du mouvement syndical à en faire pleinement partie dépendra de leur véritable prise en charge dans tout le processus. Pour la réussite de cette stratégie, les initiateurs recommandent particulièrement l'adhésion et l'appropriation massive des syndicats, des travailleurs et de leurs démembrements, ainsi qu'une stratégie et un plaidoyer syndical auprès des partenaires et de l'État. Oui, c'est un jingle qui annonce la page des sports et il est là confortablement installé, Famoudou Djourté. Bonjour. Bonjour Mohamed. On commence par le football. Le maintien à la Ligue 1 est un combat rude. En tout cas, l'a fait enfonce la somme pour se maintenir. Que s'est-il passé concrètement? Oui, effectivement, vainqueur du stade malien de Bamako 1-0 lors de la 21e journée. La somme Lanterne Rouge a été battue 1-0 par Afrique Football Elite en ouverture de la 22e journée. Avec cette victoire, a fait 27 points, quitte la 12e place pour s'installer au 9e rang du classement. La 22e journée se poursuit ce samedi avec 3 rencontres: US Bougouba Djolubase, USC Kita, Ice Police et El Seba Usfas. C'est une nouvelle qui enflamme les réseaux sociaux. Il s'agit du nom du nouveau sélectionneur des Aigles. Qu'en est-il exactement, Famoudou Djourté? Eh bien, beaucoup de rumeurs circulent, mais à l'heure où je vous parle, nous, on n'a pas encore un communiqué officiel émanant de la Fédération malienne de football annonçant X ou Y comme sélectionneur des Aigles du Mali. À moins d'un mois du premier match de l'équipe nationale comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023, il est plus qu'urgent que le capitaine Amari Traoré et ses coéquipiers connaissent enfin leur nouveau sélectionneur. Quant à nous, on se fera le plaisir d'informer le public sportif malien dès qu'on aura un communiqué officiel de la FEMAFOOT. Ah, bien dit, tout est oui, bien dit et très clair. Du côté du Brésil, rien ne va pour les Aigles-Sourds. Les jours se passent et se ressemblent pour les Aigles-Sourds. En effet, les matchs se suivent et se ressemblent pour les Aigles Sourds. Ils ont été battus 4-3 lors de leur 3e sortie hier face à l'Irak, par l'Irak. Après l'Allemagne 5-0, les États-Unis 2-0. L'Irak inflige une 3e défaite au nôtre en autant de sorties. Les Aigles Sourds du Mali jouent leur 4e et dernier match ce dimanche contre la Turquie, leader du groupe C, après 3 journées disputées. Après cet ultime match du groupe, notre sélection nationale plie bagage puisqu'elle est déjà éliminée de la compétition. En tout cas, ce sont aussi des espérances qu'il faut donc vivre. En tout cas, les Aigles n'ont pas à démériter. Nous les souhaitons un très bon courage pour la suite de notre compétition. La demi-finale allée de la Ligue africaine des champions se joue ce samedi. Quelles sont les affiches? Oui, la première affiche oppose Petro Atlético d'Angola et WAC du Maroc à 13h GMT. Ce sera une revanche de la dernière rencontre de la phase de groupe lorsque le WAC a dominé de la tête aux épaules les Angolais du Petro de Luanda 5-1 pour confirmer leur place en tête du groupe. Mais comme ils se retrouvent moins de 2 mois après leur précédent duel, la dynamique pourrait être différente. Les deux équipes se sont rencontrées 6 fois avant le match d'aujourd'hui. Les Marocains ont gagné à 4 reprises contre une seule victoire pour les Angolais. L'autre demi-finale verra le double champion en titre à la Ligue d'Égypte affronter les Algériens de l'Entente sportive sétifienne à 19h. Entre Al-Ali et l'Entente Sétif, cette demi-finale sera la 4e rencontre continentale entre les deux équipes. Le club algérien part avec un léger avantage en ayant remporté 2 matchs contre un succès pour les Égyptiens. Et on termine avec la balle au panier, c'est-à-dire le basket. La 3e journée du championnat national de basketball de première division prend fin aujourd'hui. Oui, avec 5 rencontres
à monsieur chez les dames d'abord à Koutchala, l'USM de Koutchala reçoit l'AS Police à Sikasso, toujours chez les messieurs. Le Tata National reçoit également l'AS Police. Les trois autres rencontres se jouent dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Hier en messieurs, le Stade Malien de Bamako a battu l'AS Real 84-57. Il y avait deux matchs chez les dames. Stade Malien de Bamako, AS Real 64-61 pour les Blancs de Bamako. Et l'USFAS a été battu par Calaban Sport Club 59-75. Merci bien, Famoul Gourtier, pour toutes ces informations. Dans une poignée de secondes, la suite de cette édition. Chronique culture et société. Oui, aujourd'hui, nous faisons cas de deux lieux très prisés pour déposer les objets sacrificiels. Il s'agit notamment de la termitière appelée Bobakasso et la fourmilière ou Djignesso, deux lieux qu'on appelle maison d'ascension ou Massasso, suivant en rediffusion. Ce dossier est réalisé par Cheikh Omar Sankari. Les termites construisent un habitat favorable à de nombreux autres organismes vivants. Cette structure biométrique est appelée termitière ou Boubagasso en bambara, Boubaga étant le nom du termite. De même, la fourmilière est l'habitat des fourmis construit par excavation ou par dôme. On l'appelle Diguignesso en référence au mot diguigné qui désigne la fourmi. Dr Salia Malé, anthropologue, chercheur. La fourmi notamment, en nuit et jour, est en train donc de travailler pour assurer donc sa survie. Si vous creusez une fourmilière, vous allez trouver beaucoup de céréales stockées, beaucoup d'aliments stockés dedans. Aliou Koulibaly dit Faladje Papis devint. Que ce soit fourmilière ou termitière, chaque fois, il faut les remarquer, tu les vois sortir bréduits de leur maison, mais ils ne rentrent jamais bréduits. Tu vas les voir toujours avec leur nourriture en train de venir chez eux. Ils ont une chance énorme. Mais en sortant, ils ne savent même pas où aller. Mais des retours, ils ont toujours quelque chose pour aller donner ça à leur roi. Donc la puissance de la royauté, ça se trouve dans ces deux coins-là, presque. La fourmilière et la termitière sont des lieux très prisés par des adeptes de la science occulte, notamment pour certains rituels sacrificiels avec en toile de fond les dépôts des offrandes. Voilà pourquoi on les appelle maisons d'ascension ou massasso. Aliou Koulibaly dit Faladje Papis devint. Les fourmilières, c'est la tombe des Woklo, les petits djinns là qu'on appelle Woklo, qui étaient partis faire la commission de Massa Solomana. Des retours en venant avec la commission, mais ils n'ont pas pu dire la commission à Massa Solomana, ça y a tout Serouma. Donc c'est cet endroit-là qui fait que Dieu même pousse les fourmis là-bas et il part pour donner la commission à Massa Solomana. Dans cette vie ici-bas, tout le monde cherche le Massaya, le pouvoir, la vie, l'ascension. Là-bas, c'est la maison de l'ascension. Et puis, chaque crépuscule, le message monte en haut. Donc, les gens partent mettre leur truc là-bas dans l'intention que quand les témoignages doivent monter en haut vers Dieu, notre témoignage aussi, notre prière aussi vont vite monter. Docteur Fodé Moussa Sidibé, professeur d'université, traditionnaliste. On donne plus d'importance à ces fourmis-là, à ces diguiens, dont le site est considéré comme le lieu d'où peut recéler la force vitale de la terre. Donc, en ce moment, en allant déposer ces offrandes là-bas, c'est comme si on faisait aussi un autre rituel, qui est le rituel à la terre. Justement, les offrandes et rituels aux termitières et fourmilières sont des recommandations des devins. Parmi les techniques de divination utilisées par ces derniers, il y a la géomancie à 16 figures appelée Tieda ou Bugurida. Cet art divinatoire est pratiqué sur un tas de poudre de terre étalé soigneusement jusqu'à en faire une surface plane sur laquelle sont tracés les signes géomantiques. Dr Salia Malé, anthropologue, chercheur. C'est la terre de la fourmilière qui est récupérée par les devins pour faire la divination. Ce qu'on appelle la poudre de divination. Tiens-Bougouri, le devin va constituer un grand tas en ramassant la terre de près de 7 fourmilières et cette terre est enrichie de la poudre ou de la terre qu'on trouve sous le mortier. Alors on y ajoute également la terre de termitière.
Avec la rareté des termitières et fourmilières dans les grandes villes, les voies publiques sont utilisées par les populations pour déposer les offrandes. Selon une pensée populaire, l'être humain vit dans une atmosphère d'insécurité permanente. Alors, il lui faut considérer la cause du bien ou du mal qui les guette comme une réalité métaphysique absolue, d'où la perpétuelle prudence à l'égard de tous. 9h passées de 25 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abse Traoré à la mise en œuvre. Coordination électorale Ousmane Dao à suivre cette édition sur nos différentes plateformes digitales avec Tamsir Diabaté et toute son équipe. D'ici là, passez d'excellents moments accompagnés des programmes de l'ORTM. Au revoir.